Mesdames, Messieurs, chers professeurs, chers étudiants, chers jeunes amis de Madagascar, je vous remercie de m'accueillir dans cette belle université, ce lieu de savoir et de foi, pour parler d'un sujet qui, à mes yeux, définit l'avenir de notre continent, donc de Madagascar. Parler de la démographie et de la jeunesse africaine, donc de la jeunesse malgache, en termes positifs, comme étant un atout pour le changement et puis pour la redéfinition de notre avenir, de nouvel ordre africain. C'est un sujet extrêmement important et c'est un sujet également d'actualité et c'est un sujet d'avenir également. Évoquer ce sujet ici à l'Université catholique de Madagascar, un pays, comme tout le monde le sait, s'est illustré tout récemment, plus tard que le mois dernier, quant à la prise de conscience et de responsabilité de sa jeunesse pour s'approprier de son destin. Donc c'est un sujet effectivement d'actualité, c'est un sujet aussi d'avenir. Lorsqu'on parle de la démographie dans le monde, et particulièrement en Afrique, on est amené à parler des chiffres. L'Afrique aujourd'hui a 1,4 milliard d'habitants. En 2000, on est en 2025. Dans 25 ans, selon les prévisions des Nations Unies, l'Afrique aura 2 milliards 500 millions d'habitants. Donc ça veut dire qu'un quart de la population mondiale sera installée sur le continent africain. Un quart de la population mondiale sera établie en Afrique. Je répète, puisque le chiffre, c'est quand même un chiffre extrêmement important. Je répète, 1,4 milliard d'habitants de la planète sont établis en Afrique. Dans 25 ans, nous serons 2,5 milliards. Donc c'est l'équivalent d'un quart de la population mondiale. Ça, c'est un chiffre qui a été établi par les Nations Unies. Sur ce chiffre, il y aura, oui, la moitié. Il est aussi indiqué que la moitié des naissances dans le monde d'ici 2050, donc dans 25 ans, la moitié des naissances se concentreront en Afrique subsaharienne. La moitié des naissances d'ici 2050. Cette démographie africaine est analysée par des spécialistes comme étant une opportunité pour le continent africain, une opportunité de développement. Mais cette démographie qui est considérée par certains comme étant galopante
constitue déjà c'est le cas, une pression extrêmement importante et très forte sur les systèmes et les infrastructures sociales et puis sur les systèmes urbains également, et voire même une pression politique. On l'a vu tout récemment sur l'actualité immédiate de Madagascar, que la pression ou bien les pressions sociales ont conduit la jeunesse malgache, et c'est le cas également dans d'autres coins d'Afrique. Cette pression sociale a entraîné une pression politique et un changement politique. Ça, c'est le défi immédiat qui n'attendra pas 2050, qui doivent être relevés sans tarder, faute de quoi nous allons encore subir, ou bien nous pourrons encore subir des pressions politiques. Il y a des renversements des régimes politiques en place en Afrique. On doit parler de la démographie, parler de la jeunesse comme étant un atout, oui, mais cette démographie pourrait provoquer des troubles sociaux avec des conséquences politiques. Donc la contribution de la jeunesse africaine au nouvel ordre africain. L'Afrique est jeune. Pour certains, elle est trop jeune, mais ce trop ne devrait pas être un fardeau. Il devait être une force, une promesse pour l'avenir. Aujourd'hui, près de 65% des Africains ont moins de 25 ans. 65% de la population africaine ont moins de 25 ans. Jamais dans l'histoire de l'humanité, un continent n'a compté autant de jeunes. Et pourtant, ce que j'observe dans mes déplacements, partout, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, voire même en Amérique, dans mes différents déplacements professionnels et politiques, j'ai constaté que l'immense majorité de cette jeunesse africaine que je rencontre un peu partout est désœuvrée et désespérée. Cette jeunesse est laissée sans emploi, sans perspective et parfois sans espoir. Dans les grandes villes africaines, on croise des jeunes diplômés sans travail, des jeunes artisans sans soutien, des jeunes rêveurs sans horizon. On croise aussi des jeunes perdus dans les migrations, errants de port en port, d'aéroport en aéroport, d'Eldorado en désillusion. Cette explosion démographique, si elle n'est pas accompagnée, si elle n'est pas maîtrisée, si elle n'est pas structurée, peut devenir une bombe sociale avec des conséquences politiques inévitables. Mais si elle est guidée, éduquée, structurée et mobilisée, elle peut et elle doit devenir le moteur du nouvel ordre africain. Pour certains, il n'y a pas d'espoir, c'est un continent sans espoir. Nous sommes nombreux à penser que l'Afrique sera faite par sa jeunesse ou ne sera pas du tout faite. L'avenir du continent africain est entre les mains de sa jeunesse, mais à condition que cette jeunesse soit accompagnée, structurée et responsabilisée. L'Afrique face, depuis une décennie, je me fais effectivement cette idée comme quoi l'Afrique ne sera pas
sera faite par sa jeunesse ou ne sera pas faite. Ces propos, je les tiens dans mes différents combats, dans mes différents échanges, dans mes différents déplacements. L'Afrique face à son paradoxe démographique. Quand j'ai plaidé il y a des années dans le procès du mercenaire Bob Denard, dans le cadre de l'affaire à Paris, dans le cadre de l'affaire d'assassinat du président comorien Ahmed Abdallah, et puis dans celui aussi, le procès d'abord destitution et déportation du président comorien Jawara, j'ai compris que la plus grande bataille de l'Afrique n'était pas militaire en fait. Elle était et elle est encore humaine. Elle concernait l'esprit et la jeunesse. L'Afrique est un continent jeune, mais dirigé par des systèmes vieux, archaïques, inadaptés. Ce sont des systèmes issus de la colonisation de notre continent. Les États africains sont administrés et dirigés, la plupart d'entre eux, si ce n'est tous, selon des logiques du XXe siècle dans un monde du XXIe siècle. Vous voyez le paradoxe? On est en 2025, le système qui continue à ériger et les règles encore en vigueur dans nos différents pays sont des règles du XXe siècle. Ce sont des règles issues de la colonisation. Les jeunes, eux, ce qui est paradoxal, les jeunes africains, eux, vivent à l'ère numérique. Vous êtes tous, la jeunesse, les jeunes qui sont ici dans cet amphi. Vous vivez à l'ère numérique. Vous êtes tous connectés. Vous êtes mondialisés. Il y a donc là, il faut le dire, une fracture générationnelle qui est dangereuse entre vous, la jeunesse africaine, plein d'énergie et plein d'envie, et aussi des pouvoirs, mais qui sont figés dans la peur du changement. Vous avez peur, vous avez envie du changement, mais vous avez peur du changement. Puisque les pesanteurs, qu'ils soient sociaux, qu'ils soient culturels, pèsent sur vous. Pèsent sur votre envie de changement. Et lorsqu'on disait tout à l'heure que les défis africains ne sont pas des défis militaires, ni des défis économiques, ce sont des défis d'abord humains et culturels. Cette fracture générationnelle et cette fracture culturelle se ressent ici à Madagascar, au Comores, au Tchad, au Sénégal et dans tant d'autres nations africaines. Et tant que cette fracture ne sera pas comblée, l'Afrique, ça il faut le dire, l'Afrique ne connaîtra pas son véritable éveil. L'éveil africain, le nouvel ordre africain, le siècle africain, la génération Afrique ne naîtra pas du tout, mais vraiment pas du tout, tant que
nous ne prendrons pas conscience et nous ne prendrons pas les mesures appropriées pour casser cette fracture générationnelle. Mais bon, ça c'est un constat. Mais il y a des bonnes nouvelles. La bonne nouvelle, c'est que les lignes bougent. Une nouvelle génération de jeunes Africains instruits, engagés, décomplexés, croyants mais ouverts, patriotes mais modernes et ouverts au monde, commencent à redéfinir le rapport au pouvoir et au développement. C'est cela, justement, le début du nouvel ordre africain. Lorsque vous voyez la jeunesse malgache s'imposer et prendre ses responsabilités pour dire non, nous ne voulons pas. En disant non, nous savons que nous encourons des risques. Mais il y va aussi de l'avenir, notre avenir, celui de notre pays. De prendre nos responsabilités et puis de nous afficher. Non seulement ils sont parvenus à une première étape, mais ils attendent aussi d'être associés dans les décisions qui vont incontestablement impacter leur avenir et celui de leur pays, Madagascar, et aussi impacter l'avenir du continent africain. Puisqu'il faut le souligner, ce qui vient de se passer ici à Madagascar impacte bien sûr Madagascar, mais impacte aussi le continent africain, puisque partout dans le monde, mais particulièrement en Afrique, la jeunesse en parle. Ce qui vient de se passer ici inspire la jeunesse africaine, qui demande aussi que le modèle malgache soit expliqué, soit éduqué à la jeunesse du continent africain. La jeunesse africaine comme levier de transformation, du changement et du nouvel ordre mondial, africain plutôt, oui. Et permettez-moi de vous le dire avec franchise. Franchement, c'est pas de la provocation ce que je vais dire tout de suite. C'est vraiment pas de la provocation, mais c'est un sens, c'est mon sens de définir et puis d'assumer ma responsabilité d'Africain. Et avoir un auditoire au sujet des étudiants, dire ce que je veux dire là tout de suite, c'est vraiment pas de la provocation, mais c'est, je l'ai dit puisque je crois beaucoup à l'Afrique et je crois beaucoup aussi à la jeunesse africaine. Et c'est pour cette raison, si vous devez retenir quelque chose de mon intervention, je pense que ce sera celle-là. L'Afrique n'a pas besoin qu'on la sauve. Vous, la jeunesse africaine, vous n'avez pas besoin qu'on vous sauve. Vous avez besoin d'être libéré. C'est ça en fait. Vous n'avez pas besoin qu'on vous sauve. L'Afrique n'a pas besoin qu'on la sauve. Elle a besoin qu'on la libère de ses propres chaînes mentales et de ses dirigeants qui sont complètement déconnectés. Oui, nos dirigeants sont complètement déconnectés. Ils ne tirent, la plupart d'entre eux, ne tirent aucune leçon, mais vraiment aucune leçon des déboires que la plupart de nos pays ont subis depuis les années 60 jusqu'en 2025. Aucune leçon. Que de la soumission, que des chaînes mentales qu'il faudrait effectivement enlever.
C'est comme si nous acceptons de vivre une autre forme de colonisation. C'est comme si nous sommes éternellement incapables de nous prendre en charge. Ce sont des chaînes mentales. Chère jeunesse africaine, l'avenir du monde, ce sont les spécialistes qui le disent. L'avenir du monde sera africain. Le défi du monde sera africain. Ceux qui sont, soi-disant aujourd'hui, des grandes puissances, ils le sont avec vos matières premières, les matières premières africaines. Et maintenant, comme vous êtes des milliards, 1 milliard 400, et que vous serez 2 milliards 500 millions dans 25 ans, formés, éduqués, ambitieux, les jeunes africains pourraient effectivement relever le défi, non pas du monde, mais le défi africain. Puisque votre ambition doit être non pas mondiale, mais reconquérir votre continent, vos pays. La reconquête africaine, elle doit être faite en Afrique et non pas ailleurs. C'est pour cette raison que nos dirigeants doivent investir massivement sur vous. Nous avons aujourd'hui, en 2025, 1 milliard 400 millions d'habitants. Dans 25 ans, nous serons 2 milliards 500 millions d'habitants. Et 65% de cette population aura moins de 25 ans. 65% de 2 milliards 500 habitants auront moins de 25 ans. Qu'est-ce que nous allons faire de vous, de cette jeunesse? Comment nous allons vous former? Avec quel outil? Avons-nous, nos pays, sont-ils suffisamment outillés? Disposent-ils des moyens pour relever ces défis? Les moyens existent, mais les moyens sont affectés à des investissements futiles et non pas dans des actions prioritaires. La priorité de l'Afrique, c'est former sa jeunesse. Et quand vous serez nombreux, dans les 25 ans à venir, il faudrait que vous soyez formés pour relever les défis immédiats de notre continent africain. Et cette libération ne viendra pas, ça il faut que vous soyez conscients. Ce ne sont pas les gens qui sont enchaînés culturellement, mentalement, qui vont libérer l'Afrique. L'Afrique sera libérée par sa jeunesse. Ce ne sont pas des chancelleries qui vont libérer l'Afrique. Ce ne sont pas des chancelleries qui vont libérer l'Afrique. Regardez ce qui s'est passé ici, à Madagascar, récemment. La génération Z malgache, vos camarades, vos frères et sœurs ont montré au monde, en moins d'un mois, que l'action pacifique, la mobilisation citoyenne et l'intelligence collective pouvaient amener à un changement politique sans violence, sans armes, et je le constate, heureusement, sans vengeance. Et ça,
cette expérience malgache, incarnée par la jeunesse malgache, est un exemple africain. Comme quoi, c'est possible d'opérer ce changement. Et la libération, elle s'est faite. Certains peuvent spéculer pour dire que ce sont des grandes puissances, ou bien une puissance, ou bien une force étrangère qui a poussé la jeunesse malgache à prendre ses responsabilités. Ce qui est clair, c'est qu'il y a des défis sociaux qui sont extrêmement pressants et immédiats, qui ont poussé la jeunesse malgache à prendre ses responsabilités. Et ça sera pareil partout en Afrique. Et cette libération souhaitée, souhaitable et inévitable sera incarnée par notre jeunesse, la jeunesse africaine. N'attendez pas, et je répète parce que c'est quand même important, que ceux qui sont enchaînés culturellement et financièrement, que je dirais les gens qui sont encore esclaves dans leur esprit, culturellement et financièrement, et qui ne sont pas libres, ne sont pas des gens qui ne sont pas libres, qui vont libérer notre continent. J'ai suivi ces événements, je ne suis pas le seul, mais l'Afrique a suivi les événements du mois d'octobre, septembre jusqu'à octobre, avec admiration. La jeunesse malgache nous a rendus fiers. Vous, la jeunesse malgache, vous avez rendu à l'Afrique, à la jeunesse africaine, sa fierté. Un homme ou des jeunes n'attendent plus qu'on leur donne la parole. Et n'attendez pas qu'on viendra vous dire comment vous libérer, comment libérer votre pays. Personne. Vous l'avez pris, la parole. La liberté, vous l'avez exigée avec respect, intelligence, méthode, discipline, mais surtout avec conviction. Ouais, puisque pour faire cette révolution, il fallait des convictions et de l'intelligence collective. Vous l'avez fait. Quand la jeunesse se lève, les trônes tremblent, mais la nation se relève. Bien sûr que les tenants du système ne s'attendaient pas. Les tenants du système ont tremblé, mais c'est la nation malgache qui l'a emporté. Ce qui s'est produit en Tananarivo, à Diogo Suarez, à Majinga, à Tamata, à Vatulea, un peu partout, c'est la nation malgache qui l'a emporté et qui s'est relevée. C'est la preuve que l'Afrique, à l'instar de Madagascar, l'Afrique n'est pas condamnée à l'échec. L'Afrique n'est pas condamnée à la misère. L'Afrique n'est pas condamnée à la pauvreté. L'Afrique n'est pas condamnée à la corruption. L'Afrique n'est pas condamnée au détournement des deniers publics. L'Afrique n'est pas condamnée à la dictature. L'Afrique n'est pas condamnée à l'arbitraire. Vous avez été des millions de malgaches à descendre dans le rue pour dire que vous ne voulez plus de la corruption. Vous ne voulez plus que les deniers publics, les richesses de Madagascar, soient utilisées à des fins personnelles. Vous voulez que les richesses de Madagascar soient servies aux malgaches. Ce n'est qu'une justice. Donc, c'est un engagement citoyen mené par des jeunes convaincus.
de la contribution des jeunes. Chers étudiants, chers enseignants, je voudrais maintenant aborder 3 domaines précis où la jeunesse peut et doit contribuer activement au nouvel ordre africain. D'abord, la contribution économique. Innover, produire et transformer. L'Afrique exporte ses richesses brutes et importe ses produits finis. C'est un paradoxe inacceptable qui ne peut plus durer. Il faut une autre vision, une autre approche alternative. Nos richesses brutes doivent être travaillées ici, en Afrique. Nous ne devons plus exporter nos produits et nos richesses brutes. Vous, la jeunesse africaine, malgache, universitaire, ces défis, vous devez le relever. Vous devez le relever. Vous devez contribuer à rompre ce cercle. L'innovation, la technologie, l'agriculture, les énergies renouvelables, ce sont des champs immenses. Là, en ce moment, selon les chiffres à ma possession, vous serez 32 millions d'habitants ici à Madagascar. 32 millions d'habitants. Vous pouvez, dans ces secteurs que je viens de citer, exceller. Vous pouvez exceller dans ces secteurs. Je pense à ces jeunes ingénieurs malgaches, à ces savants, ces jeunes savants malgaches qu'on rencontre un peu partout dans le monde, en Europe, en Afrique, en Amérique, qui développent des applications pour la gestion de l'eau, vous voyez, et toute forme d'application. Ces juristes malgaches, ces médecins malgaches qu'on voit partout, ces experts financiers malgaches qu'on voit partout, en Afrique, en Europe. Je suis souvent au Sénégal, à Dakar. Je les croise dans des séminaires. Nous devons nécessairement faire revenir au pays ces matières grises. Le pays en a besoin. Vous, les jeunes, vous avez besoin de voir des experts, des savants malgaches revenir au pays. C'est eux qui vont vous inspirer à consolider, à structurer le socle des valeurs culturelles, sociales, malgaches. Ce sont vos champions. Ils doivent revenir. Et ça relève de la responsabilité des dirigeants malgaches. De trouver des solutions attractives, incitatives pour faire revenir à Madagascar les champions malgaches. Ça serait une action, une démarche patriotique. Puisque lorsqu'on a des connaissances de certains niveaux, on fait bénéficier à son pays, aux générations futures, puisqu'ils ont besoin de modèles. Si les champions malgaches partent dans d'autres contrées, ce sont les autres qui vont profiter du savoir-faire malgache et du savoir-faire africain en général. Puisque l'élite africaine, la plupart d'entre elles, une écrasante majorité de l'élite africaine excelle dans les autres continents, au détriment du continent africain, puisque pour eux, le continent n'est pas attractif. Alors que c'est eux
qui doivent accepter l'idée de don de soi. Puisque personne, mais vraiment personne, ne développera notre continent à notre place. Nous aurons des amis de l'Afrique, mais ce sont des amis. C'est tout. Ce sont des amis. C'est tout. Mais c'est nous, les Africains, l'élite africaine. Et ça relève aussi de la responsabilité de nos États de trouver des moyens de discussion, de dialogue avec l'élite africaine pour qu'elle vienne, elle retourne sur le continent pour apporter au continent leur savoir. Et on ne sert pas l'Afrique en la quittant. On peut être patriote, on peut être nationaliste, on ne peut pas être patriote africain si on ne sert pas son continent. Moi, je veux bien qu'on me définisse ce que c'est patriote, mais être patriote, c'est servir son pays. Être patriote africain, c'est servir l'Afrique et non pas d'autres puissances. Les autres ne trahissent jamais leur pays ni leur continent. Ils servent leur continent et leur pays. Nous les Africains, vous la jeunesse africaine, la jeunesse malgache, soyez vigilante et exigeante. Soyez patriotes de ce fait, servez Madagascar et servez l'Afrique. Avant tout, vos amis restent vos amis. Si vous allez chez eux, vous ne serez pas chez vous, mais vous serez chez eux. Et ici, ils sont chez vous, bien accueillis, mais ils sont chez vous. Et non pas chez eux. Soyons hospitaliers, soyons humains, mais responsables et patriotes. Ne vendez pas à l'Afrique à d'autres. Eux, ils ne vendront jamais leur pays et leur continent. C'est une question de responsabilité. C'est tout. En disant cela, vous ne serez contre personne, de même que je ne pense pas qu'ils sont contre vous. Mais chacun défend ses intérêts. Voilà. Et surtout, n'acceptez pas, je l'ai dit aux jeunes, puisque vous êtes l'avenir de ce continent, vous êtes l'avenir de ce pays, n'acceptez surtout pas qu'on vous dise vous êtes contre X ou Y. Non, nous on est contre personne. Effectivement, nous sommes contre personne. Mais nous sommes pour nous, notre pays, pour notre continent, pour notre avenir. En fait, c'est juste des changements de posture, puisque certains auront tendance à vous pousser, à vous justifier par rapport à la posture patriotique que vous serez amenés, que vous devez avoir. Que vous êtes contre, mais non, on est contre personne. Mais on est patriote. Moi, je suis malgache. Je suis patriote africain de Madagascar. Je suis patriote africain des Comores. Je suis patriote africain du Sénégal. Je suis patriote africain de Burkina, etc., etc. Cela ne veut pas dire qu'on est contre qui que ce soit. Ah, si vous faites ceci, c'est parce qu'il y a des puissances qui sont derrière pour vous pousser à agir ainsi. Écoutez, c'est une forme d'insulte. Ça, il faut le prendre comme une insulte. Puisque ça veut dire tout simplement que vous n'êtes pas capable de définir et puis de prendre votre destin en main. Il faut que vous soyez poussés à vous assumer, à vous révéler. Vous devez refuser cette infantilisation de l'Afrique. L'Afrique n'est plus un enfant. L'Afrique n'est plus colonisée. L'Afrique est indépendante et souveraine. Elle a des amis, elle a des partenaires, mais ce sont des amis et des partenaires, qui chacun a ses intérêts. De même que vous aussi, vous aurez, dans très peu de temps, puisque vous, la plupart d'entre vous, vous êtes des étudiants,
dans 3-4 ans, vous allez chacun et chacune d'entre vous, assumer des postes à responsabilité. C'est ce que je vous souhaite et j'en suis sûr que ce sera le cas. Vous allez assumer des postes à responsabilité, telle directrice, tel directeur, tel ministre, tel président, tel gouverneur, je ne sais pas quoi. C'est lui qui viendra vous dire, écoutez, vous êtes le bienvenu. Il n'y a pas de souci. Bon, il y a des règles, il faut les respecter. Mais si vous ne le faites pas, là vous compromettez le vôtre, votre avenir, et celui des générations qui vont vous précéder. Bon, donc, on ne sert pas l'Afrique en la quittant, on la sert en y restant, en la transformant. Nous devons transformer notre continent. Je ne condamne pas, bien sûr, puisque moi-même, ça peut paraître paradoxal, je suis né ici à Madagascar, à Diego Suarez. Mes parents, comoriens, à Diego, se sont rencontrés et j'y vais le jour à Diego. Donc, je ne suis pas contre l'immigration, parce que sinon je ne serais peut-être pas sur. Peut-être je ne serais pas né à Diego Suarez s'il n'y avait pas d'immigration. Je ne condamne pas du tout l'immigration. Je comprends les raisons qui ont poussé mes parents à se retrouver à Diego Suarez, puisqu'il fallait venir ici pour trouver un job. Et puis nous avons, entre Madagascar et les Comores, nous avons une histoire commune. Madagascar, je ne sais pas si la plupart, puisque vous êtes jeunes, je ne sais pas si vous le savez, mais au temps de la colonie, Madagascar avait, les Comores étaient rattachés administrativement à Madagascar. C'est pour ça qu'on parle Madagascar et ses dépendances. Vous voyez? Donc, les Comores dépendaient, comme certains territoires, de Madagascar. Ça, c'est le fonctionnement colonial. Et puis, lorsque Madagascar a pris son indépendance, les Comores ont accédé à ce qu'on appelle une autonomie interne. Voilà. Donc, c'est dans ces circonstances que mes parents sont venus ici, comme d'autres Comoriens, qui se sont retrouvés ici à Madagascar et se sont installés, puisque Madagascar et les Comores étaient liés. Voilà. Et puis, nous sommes proches, c'est juste à côté. Donc, l'histoire est commune. Il y a beaucoup de métissage entre les deux peuples. Bon, donc, je ne suis pas contre, en fait, l'immigration, loin de là, parce que je sais aussi que le monde sera métissé, davantage métissé, donc loin de là. Mais je dis simplement que l'avenir du continent africain n'est pas en Europe, n'est pas en Amérique, n'est pas dans les Émirats arabes unis. L'avenir du continent africain est ici. Ça, il faut qu'on intègre. Notre avenir, c'est ici, pas ailleurs. Les jeunes doivent investir dans les associations, les municipalités, les universités, les ONG, pour bâtir un tissu social solide et moral, pour faire forger une identité qui renforce celle qui existe déjà ici à Madagascar. Les socles des valeurs qui vous identifient doivent être renforcés dans les cadres des activités associatives, dans les communes, en vous investissant dans les mairies et bon, dans les échanges que vous pouvez avoir entre vous, d'abord malgaches, et puis entre vous, la jeunesse malgache et la jeunesse africaine, pour faire émerger cette unité africaine, puisque l'unité africaine, bon, c'est bien beau de dire unité africaine, mais il faut que cette unité africaine soit bâtie, construite, sur la base d'un socle des valeurs qui unit les Africains. La jeunesse malgache a déjà montré la voie, contestation pacifique, l'organisation, la solidarité, mais il faut aller loin, plus loin, proposer, bâtir et gouverner aussi. Bon, j'ai parlé de la contribution tout à l'heure économique, et j'ai parlé aussi de la contribution sociale et citoyenne. Maintenant, il y a la contribution sociale et spirituelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans un monde dépourvu
dans un monde dépourvu d'éthique et d'humanisme et de spiritualité, un monde dépourvu d'éthique et de spiritualité et des valeurs morales, c'est un monde complètement perdu. Donc la contribution de la jeunesse africaine, elle doit être morale et spirituelle. Donc nous devons travailler et promouvoir les valeurs d'éthique et d'humanisme africain qui existent déjà. Chaque société africaine a son éthique, a aussi ses valeurs humaines. Donc nous devons, nous les Africains, bâtir un socle des valeurs humaines. Nous devons travailler pour l'humanisme africain aussi. C'est un travail colossal, mais nous devons travailler en permanence pour bâtir cet humanisme africain. Nous devons le valoriser. Nous devons nous déplacer des pays à pays, tous les pays africains, pour valoriser ces valeurs humanisme africain. L'humanisme africain est une réalité. Nous avons des sociétés qui sont bâties, qui ont émergé sur des valeurs humaines. La solidarité, l'identité africaine, c'est une réalité. Il faut la valoriser, il faut la structurer, il faut la promouvoir. Le nouvel ordre africain ne sera pas seulement politique ou économique, puisque lorsqu'on parle de nouvel ordre africain ou bien de nouvel ordre mondial, on a toujours tendance à parler qu'il s'agit de l'économie et puis de la politique. C'est complètement faux. Le nouvel ordre mondial, mais moi je parle pour l'Afrique, il doit reposer sur le moral et puis sur la spiritualité qu'est l'éthique et l'humanisme. Donc, oui, nouvel ordre africain doit être aussi moral, spirituel. Lorsqu'on parle de la politique, on parle de la démocratie, on parle des libertés, on a tendance, certains qui voient l'Afrique comme étant un continent en perdition, disent, ben, écoutez, l'Afrique n'est pas prête pour la démocratie, l'Afrique n'est pas prête pour les libertés. Oui, c'est tout à fait normal. Ben oui, mais bon, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu élection, et puis bon, il y a 2, 3, 4 bureaux de vote qui ont été saccagés, mais le climat général semble très apaisant. Et puis apaisé. Donc on peut valider, etc. Non. Il n'y a pas de fatalité à la dictature, il n'y a pas de fatalité à l'arbitraire, comme il n'y a pas de fatalité à la dictature, ni au système antidémocratique. Ça, c'est un fait, mais nous devons souligner que lorsqu'une société souffre du manque d'éthique, là on fait le lit de la corruption, du favoritisme, du mensonge politique et des détournements des deniers publics. Lorsqu'il n'y a pas d'éthique, vous prenez votre pays et ses richesses, vous en faites une affaire personnelle. Vous vendez votre pays. Vous vendez les richesses de votre pays. Et vous pensez être responsable et puissant. Non. La preuve, la jeunesse malgache. Qu'est-ce qu'elle a démontré? Ça, c'est un exemple que nous aurons l'occasion de le dire partout. Ceux qui tenaient le pouvoir, ils avaient les forces de l'ordre, ils avaient les forces financières, et puis la force politique. La jeunesse malgache, moi j'ai des témoignages. La jeunesse malgache qui est descendue dans les rues de Madagascar, la plupart d'entre eux n'avaient même pas un franc malgache ni un arrière dans leur poche. Ils ont accepté de souffrir, voire même de mourir. J'en ai discuté avec certains. De mourir pour que Madagascar se relève. Et ils étaient prêts et ils se sont barricadés, mobilisés contre des milliards de dollars. Puisqu'il y a certains qui sont des milliardaires. Ils n'avaient pas peur des milliardaires. Ils n'avaient pas peur des forces de l'ordre. Ils avaient peur de rien. C'est leur conviction qui l'a emporté.
Donc cette force morale, cette force spirituelle peut tenir tête en n'importe quelle force. Elle peut tenir tête à la corruption. Elle peut tenir tête aux injustices sociales. Elle peut tenir tête aux puissants financiers. Lorsqu'une jeunesse est dotée d'une éthique et d'une vision morale, personne ne peut la retenir. C'est sa détermination qui l'emporte. La morale publique, l'éthique publique. Vous êtes les gardiens de la jeunesse malgache et gardiens surtout ceux qui sont descendus dans les rues de Tananarive, de Kibussere, de Tamatave, d'Antirabé et de Fianarantsoul. Cette jeunesse, vous êtes les gardiens, vous êtes la gardienne des aspirations sociales et démocratiques du peuple malgache. Je ne parle pas ce que je vais dire maintenant, il faut que ce soit très bien compris. Je ne parle pas d'intégrisme religieux, puisque je suis profondément tolérant. Et je suis très ouvert également aux autres. Je parle de foi vivante. Lorsque je parle de foi vivante. Je parle de conviction morale. De cette conscience que Dieu, quel que soit le nom qu'on lui donne, Dieu, quel que soit le nom qu'on lui donne, il aime profondément la justice. Il aime profondément l'humain. Il aime profondément la dignité. Il aime profondément le travail. Il aime profondément le respect. C'est ça la foi en fait. La foi vivante, c'est ça. En plus, je l'ai dit, dans une enceinte marquée, effectivement, par la foi. Je répète. La foi vivante, la conviction morale, cette conscience que Dieu, et quel que soit le nom qu'on lui donne, il aime la justice, il aime la dignité, il aime le travail, il aime le respect. Notre continent, et Madagascar particulièrement, a toujours été une terre de spiritualité. Elle doit redevenir une terre d'intégrité. Spiritualité va de pair avec intégrité. Notre continent, Madagascar, doit redevenir cette puissance d'intégrité. C'est ce que les bâtisseurs de ce grand pays ont incarné. Sinon, Madagascar ne serait pas ce qu'il était. Ce grand pays qui était le référent des pays francophones, des pays africains francophones, d'Afrique francophone. Le rôle des universités et des intellectuels. Ça, c'est un défi colossal. Les universités africaines ne doivent plus être des temples de récitation. Les universités africaines ne doivent pas être le centre de la reproduction du système qui nous a amenés aux échecs. Nos universités doivent redevenir des laboratoires, des solutions africaines aux problèmes africains. Nos savants, nos experts, nos chercheurs doivent
se doter des outils leur permettant de trouver des solutions aux problèmes africains. Des lieux où des étudiants réfléchissent à l'avenir de leur communauté, de leur pays, de l'Afrique également. Vous devez, vous les étudiants, vous êtes dans l'obligation d'orienter vos réflexions, vos recherches sur des solutions africaines. Les autres, sauf exception, ne réfléchiront pas pour trouver des solutions africaines. Vous devez exiger que des moyens soient mis à votre disposition pour que vos recherches s'orientent plus sur des solutions africaines et malgaches. Je rêve d'une vraie université africaine qui enseigne non pas la solution, qui enseigne l'histoire de l'Afrique et qui enseigne aussi la créativité africaine. Non pas l'imitation, mais l'invention africaine. Les étudiants malgaches, vous avez une responsabilité particulière. Votre pays est au carrefour de l'Afrique et de l'océan Indien. Vous pouvez être les pionniers des modèles africains de coopération régionale où savoir et foi marchent ensemble. La foi et le savoir. Le nouvel ordre africain, c'est quoi? C'est une vision collective. Ce n'est pas un concept abstrait. C'est une nouvelle manière de penser le pouvoir, la richesse, la solidarité et la dignité. C'est un ordre fondé sur 4 piliers. La première pilier, c'est la souveraineté politique. Que nos dirigeants répondent devant leur peuple et non devant des capitales étrangères. Les dirigeants choisis librement par le peuple africain doivent penser et répondre devant le peuple africain, non devant les capitales étrangères. Les dirigeants malgaches doivent être choisis librement par les malgaches. Non pas sur la base de la corruption, mais sur la base des idées, sur la base d'une vision malgache et africaine. Méfiez-vous de ceux qui viendraient vous voir avec des t-shirts et des casquettes pour vous faire danser pendant un mois. Et puis après la campagne électorale, vous ne verrez que de la misère dans vos frigidaires. Exigez une vision. Critiquez les différents projets qui vous seront soumis. Et soyez vigilants, soyez critiques et responsables. Ça, c'est la première souveraineté. C'est le premier pilier. La souveraineté politique. La souveraineté économique également. Que vos richesses, les richesses malgaches, servent à vos enfants et non pas à des multinationales. Il faut que les richesses, lorsqu'on vous dit qu'il n'y a rien à Madagascar est pauvre, vous dites non, 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 non. On est appauvri, mais on n'est pas pauvre. Madagascar est appauvri par son élite. Moi, je l'ai dit ouvertement. Je suis un homme libre. Madagascar, comme l'Afrique, est appauvri par l'élite africaine, l'élite politique et l'élite intellectuelle. C'est eux qui appauvrissent le continent. Mais le continent n'est pas pauvre. La preuve, les autres viennent s'enrichir chez nous. C'est ça la souveraineté économique. La souveraineté éducative.
que nos savoirs deviennent nos armes. Si vous n'avez pas de savoir, si vous n'êtes pas instruit, si vous n'avez pas un monde d'instruction, vous ne pouvez pas contribuer au développement de votre pays. Voilà. Donc le savoir africain, c'est une arme. Si vous voulez servir une jeunesse, il y a même certains qui sont tentés de dire qu'il ne faut pas leur donner de la nourriture. Si vous voulez servir une jeunesse. Si vous voulez servir une jeunesse, il faut lui donner du savoir. Et de l'instruction. Et de la formation. Il y a un proverbe chez nous, au Coran, qui dit « Ne me donnez pas de poisson, apprends-moi à pêcher. » Vous voyez? Ne me donnez pas de la nourriture, apprends-moi comment cultiver de la nourriture. Ne me donnez pas de poisson, apprends-moi à pêcher. Vous êtes là aujourd'hui pour vous donner de poisson, mais vous ne serez pas là demain. Voilà, mais par contre, si vous avez le savoir, vous n'avez pas besoin d'être assisté en permanence. Donc, c'est ça la souveraineté éducative, que nos savoirs deviennent nos armes. La souveraineté morale, c'est cette capacité d'être doté d'une éthique morale qui me permet aujourd'hui d'aller droit, de marcher droit, de dire que je suis fier d'être malgache. Je suis fier d'être africain. C'est ça. Soyez fiers d'être malgache et soyez fiers d'être africain. Cela suppose que personne ne viendra vous détourner de votre éthique et de votre patriotisme malgache. C'est de se lever tout le matin pour dire, écoutez, est-ce que ce que j'ai fait est compatible avec mon éthique? Je me suis levé ce matin, j'ai commis peut-être une erreur, peut-être 2 erreurs, mais après tout, je vais me corriger puisque je vais être fier d'être malgache. Et que je ne ferai rien contre ma nation. Je ne ferai rien qui pourrait porter atteinte à l'honneur que je me fais de mon pays, à l'honneur de mon pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne vais pas prendre les richesses malgaches, les vendre à des tiers au détriment des malgaches. C'est ça aussi l'éthique. Je ne veux pas contribuer à la corruption. Ce qui n'est pas à moi n'est pas à moi. Ce qui est à moi est à moi. Ce qui est à moi, je l'ai obtenu normalement, selon l'éthique. C'est ça. C'est ça la souveraineté morale, qui doit être notre bouclier à ce nouvel ordre africain. Le nouvel ordre africain, il faut faire très attention, ne viendra pas d'un chef providentiel. L'homme providentiel n'existe pas. Non. Il viendra de la jeunesse, de la base, des consciences qui s'éveillent, des jeunes qui refusent le fatalisme. Le fatalisme, c'est un poison contre le courage, contre le développement, contre le changement. Le fatalisme. Ah, c'est comme ça, mais c'est comme ça jusqu'à quand? Est-ce que dans les années 60, il y avait des téléphones portables? Est-ce que dans les années 60, il y avait un ordinateur? Est-ce que dans les années 60, c'était possible, là, à l'instant, d'être filmé et de faire vivre cette conférence à des gens qui sont à 20 000 km de Madagascar? Dans les années 60, ce n'était pas possible. Accepter que ce n'est pas possible, ça veut dire que vous ne voulez pas de progrès. Vous refusez le progrès. C'est ça, en fait. Le fatalisme, c'est un danger contre les développements humains et puis le développement économique. Bon, voilà. Donc, j'ai été sans doute un peu plus long. Et il y a un sujet aussi que je souhaiterais
évoqué pour que vous soyez conscients. Et puis je vous laisserai la parole. On s'accordera peut-être 20 minutes ou même une demi-heure d'échange. Si vous avez des questions, je suis disposé à y répondre. Mais lorsqu'on parle de souveraineté, je parle de souveraineté économique, j'ai parlé de souveraineté politique, j'ai parlé de souveraineté éducative, de souveraineté morale. Bon, moi je souhaiterais aussi, étant juriste, chers jeunes étudiants, je souhaiterais parler aussi de souveraineté judiciaire, puisque c'est mon domaine. Vous le savez sans doute, puisque vous êtes des étudiants, vous l'avez sans doute, vous en avez eu connaissance, que les conflits les plus meurtriers au monde sont commis en Afrique, par des Africains contre des Africains, avec des armes fabriquées avec la matière première africaine. Et souvent, ces conflits sont commandités par des éléments étrangers. Et nous, les Africains, qu'est-ce qu'on veut? On veut que ceux qui sont derrière ces conflits jugent le meurtrier. Vous voyez le paradoxe? On veut qu'il soit jugé à la CPI, on veut qu'il soit jugé, je ne sais pas où, devant des juridictions dont nous, les Africains, nous n'avons pas la main sur ces institutions, puisque ces institutions sont dirigées, composées d'abord et dirigées par d'autres personnes, par des puissances. Mais l'Afrique n'a pas la main sur ces institutions internationales. Donc lorsqu'on parle de cela, et comme ces conflits sont source du sous-développement, sont l'une des causes du sous-développement de notre continent, moi je pense que la souveraineté judiciaire aussi s'impose en Afrique. Donc nous avons des juristes de très haut niveau. Je peux le témoigner pour avoir eu l'occasion et la chance de plaider devant des juridictions d'exception en Afrique pour voir le niveau très élevé des juristes africains, très élevé à comparer à d'autres. Donc l'Afrique dispose des ressources humaines, des juristes de qualité pour juger les crimes contre l'humanité commis en Afrique. C'est ça aussi la souveraineté. C'est de juger, de faire juger les crimes commis en Afrique contre les Africains en Afrique. C'est ça aussi la souveraineté. Bon, j'aurai l'occasion d'aborder ce volet particulièrement dans d'autres conférences, mais je tenais quand même, parce qu'on a parlé de 4 piliers de la souveraineté, de nouvel ordre africain, je tenais à dire qu'il y a aussi un autre pilier de la souveraineté et de nouvel ordre africain qui me tient à cœur, c'est cette souveraineté judiciaire. Que les conflits, que ce soit l'esclavage qui existe encore en Afrique, que ce soit des conflits meurtriers, que ce soit des conflits commis au nord-est, à l'est de la RDC, que ce soit des conflits commis au Soudan, que ce soit les assassinats politiques, que ce soit le problème d'atteinte grave à la démocratie, commis en Afrique en toute impunité. À l'instant où je vous parle, on nous parle, je ne sais pas si c'est vrai ou non, je ne sais pas encore si ça sera documenté ou non, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu des meurtres, il y a eu des morts ici à Madagascar. Il y a eu des morts. Les récents événements politiques, il y a eu des morts. Des jeunes qui ont été assassinés tout simplement parce qu'ils ont demandé justice sociale. Ils ont demandé la liberté. Ils ont été froidement assassinés. Il y a certains, à l'instant où je vous parle, qui sont gravement malades, atteints, qui sont hospitalisés, qui vont subir des opérations chirurgicales la semaine prochaine. Ce sont des jeunes malgaches. Et moi, j'estime que ces crimes, puisqu'il s'agit des crimes contre l'humanité, ces crimes doivent être jugés en Afrique par une juridiction africaine. Ces atteintes graves à la démocratie, aux droits de l'homme. Il suffit aussi de parler de ce qui se passe en Tanzanie. On parle de milliers de morts en Tanzanie. Et ce qui se passe au Ouganda, c'est ce qui se passe au Comores chez moi également. Autant de morts pour des motifs politiques, autant d'emprisonnement, autant d'intimidation pour des raisons politiques. Ça ne doit pas continuer. Il faut que ça cesse. Il n'y aura pas de développement si les dirigeants africains
n'intègrent pas dans leur fonctionnement, leur mode de fonctionnement, que nos sociétés vont évoluer dans le droit. Voilà, donc maintenant je vous laisse la parole si vous avez des questions à poser. Merci. Merci Maître Larivy pour votre intervention chaleureuse et inspirante. Merci beaucoup. Et avant de passer au questionnaire, on va passer au point de presse parce qu'il y a une journaliste qui est là et elle apporte notre programme. Donc on va passer un petit moment à la réplique, si vous me permettez, de faire ce petit point de presse. Oui, bonjour. À propos Madagascar, comme beaucoup de pays africains, dépend encore économiquement et politiquement à l'extérieur. Quel rôle la jeunesse peut-elle jouer pour défendre une véritable souveraineté que vous avez parlé tout à l'heure, souveraineté nationale, dans ce nouvel ordre africain? Oui. Donc, il y a cette souveraineté africaine, que ce soit dans le domaine économique, que ce soit dans le domaine politique. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas quelque chose qui peut tomber, qui ne tombera pas du ciel comme ça. Et ça demande beaucoup d'efforts. Et d'abord par la formation, l'instruction. C'est dans les écoles, exiger que les écoles, publiques ou privées, donnent à la jeunesse les moyens justement de se définir une éthique, se définir un socle des valeurs. Puisqu'il ne faut pas oublier, lorsque vous êtes volontairement appauvri, lorsque vous êtes volontairement, moi je parle du terme volontairement, lorsque vous êtes volontairement appauvri, lorsqu'on vous maintient dans une logique d'infériorité culturelle, vous ne disposez pas des moyens de réaction. Puisque vous êtes dans une logique de soumission et non pas d'invention. Et vous n'êtes pas dans une logique de responsabilisation non plus. Donc pour permettre à cette jeunesse d'être davantage responsable et d'être davantage impliquée et engagée, ça doit passer par l'instruction, donc l'école, ça doit passer par ce regroupement que j'avais dit tout à l'heure, d'abord regroupement associatif, donc ça veut dire qu'il faut investir dans les associations, il faut investir dans les actions collectives, puisque c'est à travers ces échanges d'actions collectives, d'actions associatives, et puis actions politiques, mais dans un niveau municipal, c'est à partir de là que vous construisez des citoyens. Et lorsque vous êtes citoyen, ça veut dire que vous vous occupez du problème de la cité. D'abord, cité municipale, et cité villageoise, et puis cité régionale, et puis nationale. Mais si vous n'êtes pas outillé par ces instruments d'éthique, parce que lorsque je parlais d'éthique tout à l'heure, ça veut dire que le refus contre la corruption, refus contre les détournements des deniers publics, refus à toute forme d'instrumentalisation, au mensonge politique, ça veut dire qu'à partir de là, vous disposez des moyens, puisque vous êtes outillé, vous disposez des moyens de critique. Et si vous parvenez à un niveau de critique, vous pouvez peser le oui et le contre. C'est ça d'abord ce qu'il faut donner. Donner d'abord à la jeunesse malgache, à la jeunesse africaine en général, des moyens pour que la jeunesse soit critique et responsable. C'est à partir de là qu'elle peut exiger aux dirigeants une vision. Vous voyez? Et puis demander aussi aux dirigeants politiques
leur implication. Vous voyez, moi, ce qui m'effraie, ce que j'entends ici ou là, comme quoi la jeunesse qui a mené cette révolution est incapable de gérer. Bon, ça me fait rire, puisque autant il y a des institutions républicaines, des institutions constitutionnelles qui sont là, qui ont fait preuve de solidité, et qu'il fallait absolument que les changements qui viennent d'être opérés soient conformes à la Constitution. Donc ça veut dire que le malgache, il est profondément légaliste. Vous voyez ce que je veux dire? Il est profondément démocrate. Le malgache, puisqu'il y a des institutions, tout ce qui se fait doit être conforme à la Constitution. Vous voyez, il y a certains qui ont parlé de coup d'État, etc. Bon, tout ce qui a été mené, on peut dire manipulation autant. Ça, je ne suis pas là pour dire si c'est oui ou non. Mais moi, ce que je constate, c'est que tout ce qui a été fait conformément à la Constitution. Et puis après, bon, on est dans un monde, dans le monde politique. Bon, il y a la politique, c'est pas une fleuve tranquille. Hein. Il y a des manœuvres, il y a des stratégies, etc. Il y a des stratégies qui peuvent amener à la victoire, et puis il y a des stratégies qui peuvent amener à l'échec. Mais toujours est-il que les stratégies qui ont été menées conformément à la Constitution malgache. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, donc, la jeunesse, oui, elle est dotée des moyens. Moi, je ne suis pas d'accord, puisque la jeunesse malgache a mené son combat dans un cadre légal. Jusqu'à certains niveaux, la jeunesse a demandé que tout soit fait conformément aux textes en vigueur. Et puis la jeunesse malgache prend rendez-vous, c'est ce que j'ai compris, hein, par rendez-vous par rapport aux échéances politiques à venir. Et c'est là où la jeunesse malgache, qu'on dit aujourd'hui, pourquoi elle n'est pas préparée à prendre le pouvoir. Non, ce n'est pas question qu'elle n'est pas préparée à prendre le pouvoir. La jeunesse malgache n'avait pas à prendre le pouvoir, puisque le pouvoir a été pris conformément au texte en vigueur. Si la jeunesse malgache avait pris le pouvoir et s'était installée au pouvoir, là on aurait parlé de coup d'État. Vous voyez ce que je veux dire? Là on aurait parlé de coup d'État. Mais la jeunesse malgache avait des revendications, d'abord sociales, et puis cette revendication sociale a pris une dimension politique par rapport à une réaction inappropriée des dirigeants de l'époque. La réaction inappropriée, c'était quoi? C'était les violences, c'est le meurtre qui ont été commis. Et la jeunesse a estimé que, bon, écoutez, ceux qui dirigent nos pays ne sont pas à la hauteur de nos aspirations, donc il faut les pousser. Mais la jeunesse ne s'est pas approprié le pouvoir. Vous voyez? Si la jeunesse malgache s'était approprié le pouvoir, là, la notion de coup d'État aurait pris, effectivement, la notion de coup d'État, ou bien l'accusation de coup d'État plutôt, serait justifiée, mais là, ce n'est pas le cas. Bon, donc, je pense, pour répondre précisément à la question, il faut que la jeunesse soit davantage aidée à obtenir les mécanismes nécessaires pour pouvoir assumer ses responsabilités. C'est l'instruction, la formation, l'éveil. Maître Marifou, on apprend que les financements de l'Union européenne vont reprendre après plusieurs années de suspension. Ici à Madagascar, pensez-vous que cette reprise d'aide extérieure peut vraiment contribuer à l'émancipation de la jeunesse africaine ou bien au contraire risque-t-elle de freiner la construction du nouveau ordre africain autonome que vous défendez? Oui, bon, vous savez, moi je suis profondément africain et panafricaniste. Et je pense que nous devons, nous les Africains, nous devons apprendre, faire en sorte que notre continent dispose de ses propres moyens pour son développement. Vous voyez, ça c'est ma conviction profonde. L'Afrique doit se doter de ses propres moyens pour pouvoir assumer son avenir. Quelle aide que nous ayons des aides par le biais de la coopération, c'est un fait. Mais notre développement ne peut pas être défini et assumé
perpétuellement, plus de 60 ans après l'indépendance. On parle encore de l'aide. Vous savez, lorsque vous avez 18 ans, qu'est-ce que disent vos parents? Ils disent qu'il faut que vous appreniez à vous prendre en charge. Vous voyez, jusqu'à 18 ans, vos parents vous disent, bah, écoutez, je vous ai aidé, je vous ai mis à l'école, ou bien même si les parents n'ont pas eu le moyen de vous mettre à l'école, mais ils vous donnent les moyens de vous assumer en tant qu'adulte. Puisque 18 ans, vous êtes adulte. N'est-ce pas? Un pays, c'est pareil. 60 ans après, vous parlez de l'aide, chaque fois. On le prend, puisqu'on en a besoin. Et c'est un échec, en fait. Oh, c'est un échec. De pleurer parce qu'on n'a pas de l'aide, 60 ans après nos indépendances, 50 ans pour certains. 65 ans pour Madagascar, et comment c'est 50 ans. Pleurer parce qu'on n'a pas de l'aide. Non, moi j'ai un âge, si on me dit que, écoutez, pour t'en sortir, on va t'aider, je prendrais ça comme une insulte. Vous voyez? Je prendrais ça comme une insulte. Bon, il y a certains qui méritent d'être soutenus et non pas aidés. Soutenez quelqu'un, mais ne l'aidez pas. Vous voyez? Je vous soutiens, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez une vision. Vous avez une vision, vous avez un schéma pour développer votre pays. Vous avez besoin d'être soutenu. Et non pas aider. Vous voyez? Aider et soutenir, non. Donc, nous devons, nous, les dirigeants, enfin les futurs dirigeants, parce que jamais il y a dirigé, et vous, la jeunesse, il faut être très critique, être exigeant. Vous voyez? Être fier. Être fier, ça veut dire que vous pouvez refuser certaines choses qui sont régressives. Et tout. Vous voyez? Ça, c'est la honte pour nous, les Africains. 65 ans pour certains et 50 ans pour d'autres. Se faire taper le doigt tout le temps, comme un enfant, comme un mauvais élève. Vous voyez? On va mettre en place des observations pour savoir si vous avez été capable d'organiser des élections chez vous. Et ça, il faut prendre ça comme une honte. Des pays en Europe, en Amérique, ils ne demandent jamais des observateurs pour venir veiller leurs élections. Non, mais vous voyez, ça va très 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 loin. Moi, je l'ai dit, puisque j'ai eu en face de moi des étudiants, des futurs dirigeants de ce pays. Il se peut que dans cette salle, il y aura des futurs ministres, et je le souhaite, et peut-être même des futurs présidents de Madagascar sortira de cette salle, et peut-être dans cette salle, je ne sais pas. Mais ça, j'en doute pas. Puisque moi, j'essaie les références de l'Université catholique de Madagascar. Cet établissement a sorti des grandes élites, et même des savants de ce pays. C'est pour ça que je l'ai dit. Je l'ai dit en connaissance des causes, et c'est pour cette raison que je suis très fier d'avoir été effectivement sollicité pour venir dans ce grand établissement. C'est un établissement qui a donné à Madagascar des savants, des élites. Vous voyez, des grands écrivains, des grands avocats, des grands juristes sont sortis de cet grand établissement historique. Bon, donc, je l'ai dit ici, puisque j'en suis certain que parmi ceux qui sont ici seront parmi les représentants, les ambassadeurs de ce grand pays Madagascar. Que soyez critiques pour dire que oui, nous avons besoin des partenaires. Nous avons besoin des partenaires. Ouais, Madagascar, comme les autres pays au monde, même l'Europe a besoin des partenaires, même l'Amérique a besoin des partenaires, même la Chine, le Japon, qui sont des grandes puissances, ils ont besoin des partenaires. Encore plus nous avons besoin des partenaires. Mais le terme de partenariat ne doit pas être assimilé à une solution. Vous voyez? Non, la solution, non. Nous espérons que les prochaines échéances dans nos différents pays, il n'y aura pas d'observateurs étrangers, puisqu'en Amérique, en Europe, lorsqu'il y a des élections en France, il n'y a jamais un observateur africain. Un pays africain qui vient observer si les élections sont bien passées en France ou non. Et si nous acceptons, que nous intégrons cette idée qu'on ne peut pas organiser des élections libres et transparentes, sauf s'il y a des observateurs, c'est quand même grave. Bon, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas, puisque ceux qui dirigent nos pays, la plupart d'entre eux sont des dictateurs. Donc il faudrait qu'il y ait des moyens de pression. S'il faut que ces moyens de pression viennent de l'extérieur pour justement pousser ces dictateurs à partir, pourquoi pas? Mais je dis qu'il ne faut pas que ça soit une situation éternelle. Voilà. Bon, vous savez, je vais vous dire une chose. Vous me donnez l'occasion, excusez-moi, madame la journaliste, mais votre question me permet de parler d'une situation que j'ai vécue récemment, au mois de septembre dernier. Au
où la révolution commençait ici à Madagascar, j'étais à New York. Je défends, dans le cadre de mes activités professionnelles, un ancien Premier ministre du Tchad, qui s'appelle Succès Masra. Lorsque j'ai constaté que les puissances, les grandes puissances, s'en fichent complètement des instances internationales et même de la CPI, les juges de la CPI font tous l'objet des poursuites engagées par des grandes puissances qui veulent les arrêter. Les juges de la CPI, alors que la CPI c'est la Cour pénale internationale, c'est la seule juridiction au monde qui juge les crimes contre l'humanité. Vous voyez? Et les génocides, tous les crimes les plus graves, les crimes internationaux, relèvent de la compétence de la CPI. Les juges de la CPI, à l'instant où je vous parle, font l'objet de poursuites par des grandes puissances. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, si un dictateur revient à Madagascar et il tue les Malgaches, vous ne trouverez aucune juridiction au monde pour juger ces criminels. Tous les crimes qui sont jugés en Afrique en ce moment ne seront peut-être plus jugés. Les crimes les plus graves, les crimes internationaux. Pourquoi? Parce que la seule juridiction internationale habilitée à juger ces crimes est complètement discréditée. C'est ça la réalité. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je me suis dit, écoutez, comme je trouve personne ici pour écouter le problème de mon client qui est arbitrairement détenu pour des raisons politiques, je me suis dit, je vais partir aux États-Unis pour rencontrer les organisations de Nord-Américains. Pour leur demander, cette fois non pas des organisations qui sont soumises à des puissances, je vais demander à des Nord-Américains qui sont regroupés dans des organisations pour dire comment les Nord-Américains peuvent aider l'Afrique à retrouver sa souveraineté et sa liberté. Et comment nous pourrons réinventer une démocratie en Afrique et comment nous pourrons exiger les libertés en Afrique. Il faudrait les trouver de soutien ailleurs. Donc il faut aller voir ceux qui ont la culture, les moyens, la puissance médiatique, la puissance financière, la puissance politique pour imposer cette démocratie ici chez nous. Donc je suis allé rencontrer les organisations de Nord-Américains en Amérique. Puisque les instances, que ce soit régionales, la SADC, que ce soit l'Union africaine, ils s'en fichent complètement. Ils s'en fichent complètement. Il suffit de voir les élections complètement truquées qui se sont déroulées récemment en Afrique, pas loin de chez nous, en Afrique australe. Ils s'en fichent. Ils sont tous allés assister à des investitures complètement bidons. Donc il faut que nous, les démocrates africains, il faut qu'on aille ailleurs trouver des soutiens. Les soutiens, on les aura peut-être, et j'espère, avec ces organisations nord-américaines qui sont très attachées à l'Afrique. Voilà. Et enfin, une seule question. Je vais tenir la conférence à ma place. En fait, comment les jeunes peuvent-ils lutter contre la corruption? Parce que vous avez parlé tout à l'heure de ça, et faire entendre leur voix dans la politique. Bon, vous savez, moi c'est ma réflexion personnelle. Hein. Moi je me rappelle au Comores, vous savez, il y a quelqu'un, c'est un investisseur qui était venu chez nous et qui est réparti avec ses moyens. On lui a dit, mais vous avez décidé de venir investir au Comores et puis vous répartez. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Il a dit, ah non, non, non. Il y a un sport national qui s'applique avec intelligence et les joueurs sont hyper puissants. Moi, je ne suis pas préparé pour jouer à ce jeu. Donc, c'est un sport national, la corruption. Vous savez, lorsque dans une société, la corruption et les détournements des deniers publics, ces crimes sont structurellement installés, sont socialement et culturellement structurés, ce sont des crimes, mais qui sont socialement et culturellement installés dans le paysage social et culturel et politique du pays. C'est bien beau de dire qu'il faut condamner, puisqu'il faut absolument condamner, mais il faut aussi éduquer. Il faut aussi éduquer. Il faut que la jeunesse, que la population intègre dans sa conscience que la corruption, c'est un crime. Les détournements des deniers publics, je suis dans cet établissement, je pars avec ce stylo qui n'est pas le mien, je mets dans ma poche. C'est pas bon, c'est pas moi. Vous êtes fonctionnaire, vous prenez le stylo de la fonction publique, vous rentrez chez vous, là vous commettez un crime.
vous commettez un crime. Vous êtes fonctionnaire, vous prenez le verre du ministère, vous amenez chez vous, vous avez commis un crime, puisque ça, c'est ce qu'on appelle un denier public. Même si c'est un stylo, ça a été acheté. Et l'argent, c'est l'argent public. C'est un denier public. Ça, il faut commencer à la maternelle. Vous voyez, c'est pour ça que je dis que c'est une éducation. Il faut commencer à la maternelle, puisque c'est un phénomène qui est culturellement, socialement structuré. Et puis, si l'enfant apprend dès son jeune âge qu'il ne faut jamais toucher quelque chose qui n'est pas à toi, puisque tu risques d'aller en prison. Et si tu travailles, tu risques d'être licencié. Dans le secteur privé et dans la fonction publique, tu seras radié définitivement de la fonction publique. Définitivement, radié de la fonction publique. Il faut, et ça c'est dans le cadre des entretiens que j'ai eus et que je vais continuer à avoir avec Genzel malgache, comme je vais en avoir avec Genzel en Afrique, je vais donner à mes petits frères, à mes petites sœurs, les conseils que je ne donnerai pas ici. Mais je veux leur donner le conseil. Comment exiger, comment assainir l'environnement politique en Afrique de ce crime qu'est la corruption, des détournements des deniers publics. Il y a des moyens. Il faut des moyens radicaux. Il n'y aura jamais de développement dans mon pays s'il y a la corruption. Il n'y a pas une petite et une grande corruption. Puisque la corruption, c'est dans l'esprit, et non pas dans la dimension et la quantité de l'objet détourné. C'est dans l'esprit. Donc il faut lutter, il faut frapper fort. Il faut que partout en Afrique, et ça c'est à l'organisation continentale de le faire, et j'espère qu'un jour l'Union africaine le fera, obliger que la corruption, les détournements des deniers publics soient considérés comme un crime et non pas un délit. Et que ceux qui seraient passibles d'un tel crime soient complètement bannis de la fonction publique et des mandats politiques également. Définitivement. C'est lui qui va corrompre, etc. Sache que moi je ne vais pas faire ça parce que je vais encore être élu député, je vais encore être élu maire. Quel que soit, il faut qu'il soit banni définitivement. Il purgera la peine s'il le faut, il remboursera s'il le faut, mais il sera purgé de la fonction publique et des mandats électifs. Je pense que c'est des trucs qui sont tout à fait faisables. Dans les contrats publics, même si c'est un achat de stylo, il faut qu'il y ait dans chaque contrat public une clause de non-corruption. Dans chaque contrat. Et que ce contrat soit soumis à des contrôles préalables avant son exécution. Merci. Est-ce que c'est bon pour vous? D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, si par exemple certains parmi vous constatent, voient qu'il y a des obstacles, que vous ressentez des obstacles vous permettant d'être pleinement patriote, d'être pleinement citoyen et d'être pleinement engagé. Est-ce que vous... Ouais, oui, allez-y. Vous n'avez pas de patriotisme, de la réponse. Du coup, pensez-vous que la diplomatie... Est-ce que vous pouvez venir ici? Oui. Télé. Vous avez parlé du patriotisme et de l'amour pour sa patrie. Du coup, j'ai poser une question. Si vous pensez que la diplomatie culturelle peut être un moyen moderne d'exprimer ce patriotisme et de renforcer l'unité entre les peuples? Oui, bien sûr. Oui, effectivement, il y a le patriotisme culturel. Le patriotisme culturel, c'est un moyen
c'est un vecteur de mobilisation. Et c'est un moyen aussi d'éveil de la conscience, qui peut être une conscience politique, mais en tout cas, c'est un moyen d'éveil et de responsabilisation également. Donc oui, la diplomatie culturelle, comme vous l'avez dit, peut être un vecteur d'abord de métissage, d'échange, et puis d'ouverture. Et puis ça peut être aussi un vecteur d'ouverture du pays vers l'extérieur, de valorisation aussi de l'aspect culturel du pays. Mais en tout cas, c'est un élément, un élément d'identification culturelle qui est extrêmement puissant, et puis qui peut aussi générer, contribuer au développement économique du pays, et au développement du tourisme. Du coup, comment on peut manifester concrètement cette diplomatie dans un pays comme Madagascar, par exemple, et quelles seront les démarches à suivre pour la mettre en œuvre? Bon, moi je ne sais pas la politique culturelle qui est mise en place par les autorités malgaches. Moi je vais parler juste des généralités, mais je ne peux pas me permettre de parler de la politique culturelle malgache, puisque je ne connais pas, il faut être modeste. Mais je peux parler tout simplement de généralité, c'est pour cette raison que je vous parlais tout à l'heure, que la culture est un vecteur puissant, que ce soit dans le domaine touristique, que ce soit même dans le domaine de l'éveil de la conscience et puis de la responsabilisation, et puis c'est un vecteur aussi d'identification de la culture d'un pays qui consolide au socle des valeurs culturelles d'une nation. Vous voyez? Bon, comment faire? Bon, ça, chaque pays a sa propre politique culturelle. Mais ce que je peux dire, ce que je constate ici à Madagascar, je constate. Il suffit de regarder la télévision malgache, les télévisions malgaches, mais il y a plusieurs chaînes. Il y a un foisonnement culturel, mais qui est extrêmement fort et puissant. Et lorsque vous voyez ce foisonnement culturel, il est incarné par la jeunesse malgache. La jeunesse malgache, elle est trempée dans la culture. La promotion de la culture malgache qui est ouverte aussi. Il y a tout. Il y a tout. Il y a la culture traditionnelle qui est mise en exergue. Et puis on voit aussi qu'il y a au niveau de la culture malgache, il y a aussi une ouverture vers d'autres cultures. Bon, donc il y a un foisonnement culturel qui est extrêmement réactif et très actif à Madagascar. En ce moment, il revient aux autorités de définir leur vision de ce qu'ils souhaiteraient faire de cette culture malgache, qui est une culture qui est bien structurée et c'est une réalité. Bon, moi, ce que je peux dire aussi, pour ceux qui sont engagés dans la culture, et surtout dans la culture cinématographique, dans la culture musicale, comme vous êtes nombreux, tout à l'heure on parlait de 65% de la jeunesse africaine. La population est composée de 65% de la population a moins de 25 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez devenir des consommateurs en puissance de la culture, du cinéma, de la musique et tout ce qui est activité culturelle. Vous allez devenir des consommateurs de la culture. Il ne faut vraiment pas hésiter à investir dans le secteur de la culture. C'est un secteur qui va rapporter beaucoup pour ceux qui font du business. Puisque la jeunesse est créative, elle est très ouverte, elle est dynamique également. C'est ce que je constate. Il suffit de voir ce qui se passe. La production culturelle, elle est variée, elle est riche, elle est très dynamique également. Autre question? Bon, je pense que c'est bon. Bon, et... Il y en a encore? Oui. Moi, c'est par rapport à votre intervention, parce que vous avez dit qu'en 2025, vous avez parmi les observateurs au procès de Thomas Sankara. Et Thomas Sankara, c'est une figure emblématique de panafricanisme. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de Thomas Sankara et ses luttes? Juste un petit résumé pour que ça nous inspire aussi. Oui. Ouais, Thomas Sankara, c'est une figure
humaniste, très attaché aux valeurs africaines et qui croyait beaucoup en la capacité du continent africain à être pleinement souverain. Était très fier, il voulait que l'Afrique soit pleinement souveraine économiquement, que l'Afrique ne dépende pas de l'extérieur, et puis culturellement, que l'Afrique s'approprie sa culture ancestrale, et que, au niveau politique, que l'Afrique soit démocratique, et que l'État de droit soit le socle du fonctionnement des institutions politiques. Et il était jeune, très visionnaire, très courageux. Bon, pour ceux qui ne le savent pas, mais Thomas Sankara était formé, capitaine Sankara était formé en tir à vue. Ouais, il a été formé en tir à vue, en Madagascar, à l'école, à l'Institut militaire de l'anti-tir à vue. Il a été formé là-bas. Il n'y a pas que lui, il y en a d'autres également. Des élites militaires africaines ont été formées en tir à vue. Lorsqu'on parle tout à l'heure de la place de Madagascar en Afrique, ce n'est pas une vue d'esprit, c'est une réalité. Et le rappeler à des jeunes comme vous, pour dire, écoutez, n'ayez pas peur, aborder l'avenir avec courage, détermination et optimisme. Puisque ce qu'on est en train de dire avec Madagascar et de l'Afrique, le passé de notre continent et le passé de Madagascar, c'est un passé qui est glorieux. Bon, il y a eu un moment de flottement, une longue période, des longues décennies de flottement. Et j'ose espérer que l'appel qui a été lancé par la jeunesse malgache sera suivi par une vraie et profonde refondation de Madagascar. C'est le souhait de tous les Africains, de tous ceux qui aiment l'Afrique, c'est de voir un des autres s'ériger en exemple. Parce que si Madagascar réussit, je pense que les autres s'en sortiront également. Donc Thomas Sankara a été assassiné par son propre ami, qui était peut-être, je ne sais pas, là je suis réservé, je ne sais pas si il était de la même promotion que lui. En tout cas, c'était son dragon qui a fait le coup d'État avec lui et puis qui l'a assassiné. Le procès a eu lieu à Ouagadougou. Et plusieurs années après, dans son assassinat, c'est un procès historique et puis exemplaire par la dignité des victimes et la famille de Thomas Sankara qui était à l'audience, la hauteur de vue de ceux qui ont dirigé l'audience, les magistrats. La juridiction était d'un niveau exceptionnel et les débats judiciaires tenus par des avocats burkinabés. Il y avait des avocats étrangers, la plupart étaient des avocats burkinabés, que ce soit ceux de la défense ou bien de la partie civile. Je peux vous dire que j'ai eu, à le dire tout à l'heure, j'ai assisté à des grands procès, mais j'étais épaté. J'étais très fier d'être africain. Lorsque j'étais dans cette salle d'audience, j'étais très fier de l'Afrique. Je me suis dit, mais l'Afrique a les moyens. Mais c'est juste une question de volonté, en fait. Mais l'Afrique a les moyens. J'ai assisté à ce procès, épaté. Et à partir de là, ma conviction d'un avenir joyeux de notre continent s'est encore renforcée. Voilà. Ça reste un procès pour moi historique. J'espère avoir l'occasion et l'opportunité d'écrire sur ce que j'ai vécu. Mais bon, j'ai préfacé un livre sur Thomas Sankara qui a été écrit par un ami. Je pense avoir un exemplaire ici, je vous l'offrirai. Voilà, j'ai un exemplaire de ce livre qui a été écrit sur Thomas Sankara. J'ai préfacé avec un ami malgache. Aussi, on est deux à avoir préfacé ce livre. C'est un ami malgache, un ancien vice-premier ministre qui est professeur en médecine. Voilà, on est deux à avoir préfacé ce livre sur Thomas Sankara. On voit les hasards. Bon, voilà, donc le procès était vraiment un procès exemplaire. Il n'y avait ni haine, ni revanche. Il y avait de la dignité au cours de ce procès. De la dignité et puis de l'exemple.
Est-ce que vous avez d'autres questions? Ma question, c'est juste par rapport à... Vous parlez beaucoup du Nouvel Ordre africain et à Madagascar, on parle beaucoup de la refondation. Et ma question, c'est que qu'est-ce qui pousse vraiment, nous les Africains, avec ce nouveau changement au niveau, je ne sais pas, politique ou social, mais au soif de ce nouvel ordre? C'est ma question. Est-ce que c'est vraiment d'ordre parce que est-ce que c'est sous influence des étrangers qu'on ne veut plus dominer par les étrangers? Vous-même, vous avez dit que nous ne sommes pas contre qui que ce soit, mais la raison alors de ce soif, de ce nouvel ordre, de cette refondation? Oui, cette refondation, ces nouvel ordre africain, si nous le demandons, c'est parce que il y a un système ancien qui est toujours là, en vigueur, et que ce système n'est pas adapté par rapport aux aspirations nouvelles du peuple africain. Tant que nous aurons des dictateurs, des régimes autoritaires, nous n'allons pas cesser de demander à ce qu'il y ait un nouvel ordre africain. Donc si le nouvel ordre africain est installé, si la refondation est en place, on parlera d'autre chose. Mais tant que cela n'est pas au rendez-vous, il est tout à fait normal que nous exigeons que ceux qui sont contre l'état de droit, contre la démocratie et pour la corruption, pour le détournement des deniers publics soient dégagés du pouvoir jusqu'à ce qu'un jour on trouve des dirigeants qui sont dignes et à la hauteur de nos aspirations également. Voilà. Bon, là maintenant au niveau de la conclusion, bon, juste un petit message, c'est le cri de cœur des grands frères africains qui dit qu'il faut vraiment croire en soi. Il faut croire en soi, croire en l'Afrique, croire en Madagascar, à tout le pays. Il faut croire. Pas forcément nos dirigeants, mais individuellement. Vous êtes 32 millions d'habitants, de Malgaches. Il faut que chaque Malgache croie en sa capacité de participer à la refondation du Madagascar. Ce n'est pas l'affaire de ceux qui sont au pouvoir. C'est la conviction de chaque Malgache, de chaque Africain, de disposer d'un pouvoir de changement. C'est ça en fait, croire en soi, croire en l'Afrique. Voilà. Si les dirigeants ne croient pas, et la plupart d'entre eux ne croient pas, ils croient qu'à leur poche, à leur intérêt personnel. Et donc ceux qui croient trouveront les moyens de se débarrasser de eux. Voilà. Bon. Mes amis, je terminerai par cette conviction profonde. Le plus grand danger pour l'Afrique, ce n'est pas la pauvreté, ni même la corruption, mais le découragement et le fatalisme. Vous voyez, vous pouvez dans la vie commencer avec un zéro. Si vous avez la volonté, si vous avez la détermination et le courage, vous vous en sortirez. La preuve, lorsque vous rentrez à l'école, vous ne savez ni écrire ni lire. Mais c'est un enseignant qui vient, qui vous apprend à lire, à écrire, à réfléchir, à concevoir. Et vous apprenez parce que vous avez l'habitude, la volonté d'apprendre. Si vous n'avez pas la volonté d'apprendre, vous allez quitter l'école, puisque vous n'avez pas la volonté d'apprendre. Vous allez me dire, oui, mais je n'ai pas le moyen. Oui, il n'y a pas le moyen, c'est vrai, mais aussi il y a manque de volonté. Et tu peux avoir la volonté, non pas aller jusqu'au terminal ou bien jusqu'au doctorat, puisque tu n'as pas le moyen. Mais tu as le moyen d'apprendre un minimum. Maintenant, je ne parle pas d'avant. Bon, donc les découragements, le fatalisme, c'est dangereux. Donc, c'est ni la corruption, ni la pauvreté qui est le danger pour notre continent. Le danger pour notre continent, c'est le fatalisme et les découragements. Le manque de courage, le manque d'ambition sont des freins qui empêchent notre continent d'aller de l'avant. Ne laissez personne, surtout la jeunesse, ne laissez personne vous
convaincre que vous êtes trop jeune. Il faut prendre la distance avec ces gens-là. Vous éloigner de ces gens-là qui disent que vous êtes trop jeune. L'histoire montre que les plus grands changements du monde ont toujours été commencés dans les universités, les rues et les esprits des jeunes. Les grands changements dans les universités, dans les rues, et puis dans les esprits des jeunes. C'est eux qui sont le moteur du changement. Partout dans le monde, toutes les révolutions ont été menées par des jeunes. L'Afrique n'a pas besoin des mendiants du monde, mais des bâtisseurs des nations. Chacun de vous est une pierre vivante du continent à venir. Vous êtes, ne vous sous-estimez pas. C'est ce que j'ai eu l'occasion de dire aux jeunes malgaches de Gen Z. Ne vous sous-estimez pas. Puisqu'il y a certains, ça vous vous en souvenez, en 2024, qui ont tout fait pour combattre et pour battre l'ancien régime. Je me rappelle des élections de 2023, c'est ça, les élections présidentielles de 2023. Octobre, si je ne me trompe pas, 2023. On sait comment ça s'est passé. Les partis politiques, les anciens présidents n'ont pas réussi à plier l'ancien régime. Ils n'ont pas réussi. La jeunesse malgache, en 15 jours, moins d'un mois, a réussi à faire ce que les autres n'ont pas réussi à faire encore. Peut-être, je ne sais pas combien d'années. Donc ne vous sous-estimez pas, vous n'êtes pas trop jeune. Vous êtes jeune seulement, mais pas trop jeune. Vous voyez? Et chacun de vous est une pierre vivante du continent. Croyez et travaillez et surtout osez bousculer, chambouler. Et si vous tombez, ce qui est tout à fait normal, relevez-vous. Si vous tombez, si vous échouez une première fois, relevez-vous. Puisqu'il y a ceux qui sont dans l'action qui échouent. Il n'y a que les courageux qui échouent. Mais ils se relèvent. Parce que l'Afrique n'a pas besoin de perfection. Elle a besoin de la persévérance. Persévérer, persévérer et ne lâchez pas. Un peu de poète. Afrique, mon Afrique. Afrique de mes espérances. Ton avenir ne se joue pas dans les chancelleries, mais dans les cœurs de tes enfants. Debout, jeunesse africaine, car le monde attend ton heure. Vive la génération Afrique. Merci.